Bonjour à tous, bienvenue dans cette session du congrès ISFAR consacrée à la prise en charge du polytraumatisé et à l'afflux massif des victimes. J'ai la chance d'animer cette session avec plusieurs orateurs. Tout d'abord, le docteur Pierre Bouzat, anesthésiste réanimateur au CHU de Grenoble. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Jean-Louis Damon, anesthésiste réanimateur à l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tous. Guillaume de Saint-Maurice, anesthésiste réanimateur à l'hôpital d'instruction des armées de Percy également. Bonjour. Et Stéphane Travers, médecin urgentiste à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour. Sans plus attendre, nous allons commencer donc avec la présentation de notre premier orateur, Pierre Bouzat, à propos des principes de prise en charge du polytraumatisé. Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup Catherine. Effectivement, donc je vais vous faire un petit overview des principes de prise en charge du patient traumatisé et différents points clés. Alors, le premier point clé est que la mortalité précoce et le timing de ces décès sont clairement identifiés dans la littérature. Si on regarde, la majorité des patients vont mourir dans les 24 premières heures, avec un certain nombre de patients qui vont mourir sur les lieux de leur accident. Le deuxième élément, c'est que les causes sont clairement identifiées. La première cause de mortalité est l'atteinte du système nerveux central. On a également, bien sûr, les causes hémorragiques qui sont une cause importante de décès. Ensuite, c'est plutôt des problèmes de gestion d'airway et des défaillances multiviscérales secondaires. Alors, ça introduit également le concept de mortalité évitable. Et en effet, une partie de ces décès sont évitables, et notamment les décès liés à l'hémorragie. Et on a essentiellement un objectif principal lors de la prise en charge de ces patients, c'est de gagner du temps. On a réellement une obsession de la montre et du timing, parce que si on regarde ce schéma représentatif en fait des chances de récupération d'un patient, on voit que si on arrive tôt dans l'hémorragie, on arrive à casser le cercle vicieux de l'hémorragie et on peut espérer une récupération de l'état initial du patient. Par contre, si on intervient tard, malgré l'arrêt du saignement, les défaillances multiviscérales vont s'installer et on a un décès tardif, en général, des patients par syndrome de défaillance multiviscérale en réanimation. Donc plus on intervient tôt, plus on applique tôt des principes importants de prise en charge, plus on a des chances de guérir le patient. Dans cette optique de gagner du temps, l'aspect organisationnel est fondamental. Alors l'organisation, elle se décline dans la région, dans le territoire national même, et il est nécessaire de mettre en place des réseaux de soins de traumatologie sur l'ensemble du territoire. Mais l'organisation, elle se décline aussi à l'intérieur de l'hôpital. Et il est important que dans les centres de niveau 1, on soit capable de décliner la prise en charge du patient depuis l'arrivée jusqu'au traitement définitif des lésions. Et c'est clairement démontré, surtout par ce papier de Helen McKenzie dans le New England Journal of Medicine, que d'admettre les patients les plus graves et les plus sévèrement touchés dans les centres de niveau 1 permet de diminuer leur mortalité. Enfin, le quatrième mot-clé, c'est la hiérarchisation. La hiérarchisation, elle se décline également sur plusieurs concepts. Il y a la hiérarchisation du niveau des centres. Tous les centres ne font pas la même chose. La hiérarchisation de la gravité des patients. Tous les patients n'ont pas le même niveau de gravité et n'ont pas besoin du même niveau de technicité de prise en charge. Et puis, la hiérarchisation aussi dans l'équipe. Il est important d'avoir un leadership, quelqu'un qui mène la danse. Et puis, on arrive à la hiérarchisation des thérapeutiques et parfois, on peut être amené à faire des gestes combinés et il faut sans arrêt s'adapter. Donc, finalement, les principes de prise en charge de ces patients, c'est les suivants. L'aspect organisationnel, il est fondamental. L'objectif, c'est de réduire tous les temps de la prise en charge du patient, depuis le préhospitalier jusqu'à l'admission en réanimation. Pour cela, il faut anticiper les situations à risque, être parfaitement organisé pour anticiper ces situations. Savoir communiquer et rendre la communication facile au sein de l'équipe, avoir une parfaite gestion d'équipe et de leadership. Et puis débriefer à distance pour essayer de tirer les leçons de ces différents événements. Voilà. Merci Pierre. Bien sûr, nous sommes en direct, nous attendons vos questions et on va commencer tout de suite par une première question. Tu as parlé de centre de niveau 1, on a une preuve du bénéfice pour les malades de cette organisation aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire en France, un centre de niveau 1 en traumatologie ? Alors c'est une excellente question parce que justement, je pense qu'on arrive maintenant à un stade où il faut clairement définir ce qu'on attend d'un niveau 1 pour qu'on évite qu'il y ait des proclamations de niveau 1 un peu dans
tous les sens et que ça soit parfaitement organisé. Un niveau 1, c'est vraiment d'un point de vue clinique, le centre qui est capable de guérir définitivement toutes les lésions. C'est aussi celui qui est capable de faire de la recherche et de l'évaluation, c'est-à-dire par exemple d'avoir un registre pour auto-évaluer. Et puis, ça doit avoir un volet d'enseignement, c'est-à-dire que tous les concepts de damage control, comme on va voir par la suite, on doit être capable de pouvoir les enseigner et de pouvoir vraiment diriger complètement un enseignement dans une région donnée. Très bien. Une autre question qui vient d'arriver, qui revient un petit peu sur ta diapositive sur le délai, qui est un point clé de la prise en charge. Est-ce que la question porte autour sur la dette en oxygène et sur l'idée effectivement d'essayer de limiter le temps pendant lequel l'organisme va être en dette et donc pour éviter la défaillance. Et voilà la question. En cas de choc hémorragique avec hypotension, un remplissage vasculaire, de la noradrénaline, est-ce qu'il faut, au-delà d'un millilitres de remplissage, qu'est-ce que tu préconises? De continuer à remplir ou d'introduire la noradrénaline? Alors là, on est vraiment dans le niveau très technique. Pour moi, c'est très clair. Un patient qui ne répond pas, après 1 litre de remplissage, on doit démarrer très tôt la noradrénaline. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord autour de la table. Même souvent, ces patients, on a tendance à les démarrer très tôt la noradré pour... alors, on remplit bien sûr avant de démarrer la noradré, mais vu qu'il y a toujours un délai de latence avant qu'elle arrive effectivement dans l'organisme, il faut le démarrer très tôt. Je pense dès qu'on a passé 500 ml, il faut commencer à la préparer pour, au bout d'1 litre, pouvoir passer rapidement à la noradrénaline. C'est un point fondamental, je pense, tout en ayant une stratégie d'hypotension permissive. C'est-à-dire s'il n'y a pas de crâne, s'il n'y a pas de traumatisme crânien, il ne faudra pas dépasser 90 mm de mercure de pression artérielle systolique. Il ne faut pas surcompenser le choc hémorragique. Alors, en lien avec une deuxième question, encore une fois, on est dans cette contrainte de temps qui est fondamentale. Ça veut dire quoi, cette contrainte de temps en pratique clinique? Le malade arrive, il arrive sur la zone de déchocage, donc il est géré par un anesthésiste réanimateur trauma leader. Et en gros, il y a un timer. Et en combien de temps est-ce qu'on doit, j'allais dire dans des critères de qualité, en combien de temps on doit avoir réalisé cette prise en charge? Alors, c'est clair que le temps est fondamental. D'ailleurs, il faut que dans tous les déchocages de France, il faut qu'il y ait un chronomètre sur le mur. Parce que si on a la tête dans le guidon, on oublie complètement le temps qui passe. Pour moi, c'est la règle des 30 minutes. C'est pour le préhospitalier, 30 minutes sur place. Pour le patient, pour le médecin de garde au déchocage, c'est 30 minutes au déchocage. Au bout de 30 minutes au déchocage, et même le plus tôt possible avant, on doit avoir bougé du déchocage, soit vers l'imagerie, soit vers le bloc, soit vers l'embolisation. Mais on ne reste pas plus de 30 minutes au déchocage. Et pour ça, il faut quelqu'un qui regarde le temps et qui le mette en route dès que le patient passe la porte. Et donc la question de l'internaute portait sur la place dans ce contexte du monitoring de la microcirculation au décours du choc hémorragique. Alors justement, dans une optique de gain de temps, je pense que dans l'immédiateté du traumatisme, je ne vois pas vraiment la place. Autant en réanimation, lorsqu'on est à l'optimisation du patient, de la microcirculation, pourquoi pas. Autant à la phase aiguë, on va vraiment gérer au maximum les défaillances macrocirculatoires initiales. Voilà. Donc l'urgence, c'est d'arrêter le saignement. Voilà, exactement. D'accord. Un petit commentaire, Stéphane, sur la partie préhospitalière, sur le délai de prise en charge, 30 minutes. On sait que dans la pratique, ce délai est souvent supérieur, voire largement supérieur. Oui, alors clairement, si le saignement n'est pas arrêté le plus court possible, il y a maintenant beaucoup de choses qu'on peut faire en roulant. C'est-à-dire que le choix n'est pas de stabiliser ou le choix est de prendre en charge le patient et de le conditionner en roulant vers un service receveur. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et je pense qu'également, il faut savoir déclencher des moyens appropriés tôt. C'est-à-dire qu'on voit trop souvent, parfois, quand on n'est surtout pas en milieu urbain, des déclenchements de moyens héliportés, par exemple, trop tardifs. Ils doivent être anticipés et déclenchés très tôt pour pouvoir ramener le blessé le plus vite à l'hôpital. Oui, très clairement. Une autre question qui nous vient des internautes sur le traitement symptomatique du choc hémorragique, transfusion sanguine. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce contexte de la prise en charge d'un traumatisé grave en choc hémorragique ? Anticipé, donc ça veut dire protocole de transfusion massive, aucune improvisation. Anticiper, ça veut dire que quand on sait qu'on va recevoir un malade grave, qu'importe la détermination qu'on va utiliser, GRADA si vous êtes en Rhône-Alpes, code rouge si vous êtes en Île-de-France, vous devez faire venir le sang avant.
On a la possibilité de faire venir aussi des produits de coag à l'avance, je pense au Plio. Donc il ne faut pas hésiter à les faire venir parce qu'en plus le Plio ne tient très bien à l'air ambiant et se conserve en air ambiant, donc on peut très bien le renvoyer. Et donc il faut anticiper la commande de sang et même sur des malades très graves où on est à peu près sûr et certain d'après le contexte du préhospitalier, il faut déjà commencer à tester les culots par avance pour pouvoir les passer dans le patient, quoi. Donc anticiper, c'est la règle. Et après on rentre dans un protocole de transfusion massive où des packs se succèdent entre produits de coag et culots globulaires et plaquettes. Très bien. Guillaume a peut-être un commentaire sur les Plio ou quelque chose qui pour l'instant est réservé au service de santé des armées. C'est un plasma lyophilisé. Et effectivement, ça se présente comme un médicament. C'est un lyophilisa. Il est accompagné de son soluté de reconstitution. Ce produit est très facile, tu l'as dit. Pas besoin de décongélation, pas besoin de chaîne du froid. Et il a c'est un plasma de poule. Et il a des caractéristiques de facteurs de coagulation qui sont tout à fait comparables au plasma frais congelé. Et donc, il est extrêmement utile dans ce cadre de prise en charge rapide de blessés hémorragiques. Et est-ce que, puisqu'on sait que le Plio, finalement, a des concentrations en facteurs de coag un peu différents d'un PFC, est-ce que ça modifie votre façon de gérer les ratios Ce qui me permet juste d'intervenir sur une question d'internaute qui pose aussi cette question sur les rapports culot-PFC. Donc voilà, on est en plein dans les questions. Merci. C'est une question qui est difficile quand on regarde la littérature. Les données ne sont pas faciles. Après, je pense qu'il faut se replacer dans ce qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire le malade qui vient d'arriver. Je crois qu'on n'a pas le temps d'avoir le TP, d'avoir le TCA et de se poser des questions existentielles sur la coag. Nous, on a pris le parti chez ces malades-là de faire du 1-1 avec un premier lot de 4 culots et de 4 plios. Et puis à partir du moment où on voit que ça continue à saigner, on a mis en place un deuxième lot qui contient une plaquette, 4 CGR et 4 plios, et on enchaîne immédiatement quand le deuxième lot arrive avec la première plaquette, avec l'idée que non seulement il faut amener des facteurs, mais il faut aussi amener probablement la plaquette le plus rapidement possible, et c'est ce qu'on fait sur notre structure. En tout cas, le ratio n'est pas différent. C'est ça la réponse à la question. Quand on regarde, c'est 0,8-0,9 d'équivalence, donc clairement il n'y a pas de raison de changer. Place pour le fibrinogène dans ce protocole tel que tu le décris ? On fait, probablement avec la fin du premier lot, on envoie 2 Clotafacts. Là aussi, souvent avant même d'avoir eu le retour, assez facilement. C'est-à-dire 3 grammes de fibrinogène. Très bien. Je pense que sur le Fibri, si je peux me permettre, il faut clairement je pense, le transfuser tôt et faire plutôt des doses en milligrammes kilo. Donc moi je prends plutôt le 50 mg kilo adapté au poids, quoi, le fibrinogène, plutôt que la même dose pour tout le monde, quoi. Alors, on a une réaction qui, malgré l'aspect écrit qui m'a l'air un petit peu vive. Et donc, tester les culots à l'avance, absolument interdit, même dans l'urgence. Il faut dédier une personne à cela pour transfuser dès l'arrivée du patient. Alors, on peut, bien sûr qu'on ne se dispense pas du contrôle ultime, mais on peut déjà, par exemple, tester juste le culot, par exemple. Donc, bien sûr qu'on fera le contrôle ultime. Il n'y a aucune dérogation aux règles transfusionnelles, même dans le contexte de l'urgence. Je ne voudrais pas qu'on déforme mes propos. Voilà, c'était important de préciser ce point. Ouais. Et si je peux me permettre, c'est aussi une chose importante, c'est d'utiliser, à mon sens, les seuls prélèvements qui sont importants en préhospitalier, qui sont éventuellement les groupages qui ont été réalisés par l'équipe de SAMU ou de pompiers, qui vont permettre de gagner du temps et d'éviter de transfuser les gens avant d'avoir leur groupe et de mettre éventuellement la banque du sang à terre si on n'a pas le groupage des gens. Effectivement, ce qui suppose d'avoir un certain nombre de compatibilités, c'est toujours le problème, et de faire les 2 déterminations, et pour une fois d'être dans les clous des 2 déterminations, c'est-à-dire qu'elles ont été prélevées à 2 moments différents, par 2 personnes différentes. C'est pour ça que nous, en fait, on utilise éventuellement le prélèvement du préhospitalier et on refait un prélèvement chez nous en identifiant l'équipe de préhospitalier, ce qui permet d'avoir les 2 déters. Exactement. Et de gagner du temps. Totalement, effectivement, dans les règles d'utilisation. On a le temps pour quelques minutes pour une dernière question sur place du Rotem au déchocage. Alors, thromboélastométrie, c'est des variations géographiques de l'utilisation. C'est vrai qu'en Rhône-Alpes, on est très believer de la technique. C'est largement utilisé sur les 3 centres, donc Lyon, Grenoble et Annecy. L'utilisation que l'on en fait, c'est immédiatement à l'arrivée, en fait, un tube de coagulation. Les nouveaux thromboélastogrammes permettent, je n'ai pas de conflit d'intérêt, les nouveaux thromboélastogrammes permettent une détermination immédiate de thromboélastométrie de manière très rapide. Et à 5 minutes, en général, on a une réponse. Et en général, il faut le recontrôler après les thérapeutiques que l'on instaure. Donc c'est un initial et après, on a tendance à en faire toutes les heures. D'accord. Niveau de preuve disponible Niveau de preuve, pour le moment, assez faible. Ça commence à sortir puisque les Américains se sont mis à faire aussi de la thromboélastométrie.
Et il y a clairement une étude là, apparue dans Nurse of Surgery qui montre un bénéfice à la médecine personnalisée, hein, donc des facteurs de coag selon le ROTEM par rapport à des protocoles de transfusion massive. Mais pour le moment, il ne faut surtout pas jeter les protocoles de transfusion massive. Là aussi, je ne voudrais pas avoir une autre question désagréable. D'accord. Non, il faut Bon, avoir une protocole de il transfusion nous reste, massive. je crois, 20 secondes pour répondre à la dernière question. Personne n'a parlé de l'acide tranexamique, parce qu'il est là tout le temps, mais... Acide tranexamique, évidemment, et dès le préhospitalier, hein, c'est l'arme de préhospitalier. Il faut à tout prix le passer, mais le plus tôt possible, donc dès le préhospitalier. Très bien, merci beaucoup Pierre. On va enchaîner avec le prochain orateur, donc Jean-Louis Daban, qui nous parle du damage control en traumatologie. Merci Jean-Louis. Je vais donc vous parler du damage control. Alors, premier élément important que je voudrais que les gens retiennent qui sont en train de nous écouter, même si je suis habillé en militaire, je crois que c'est vraiment important de retenir que le concept de damage control, ce n'est pas un concept chirurgical qui est réservé aux blessés de guerre, c'est un concept qui a été mis en place par les chirurgiens traumato nord-américains, Moore, Stone, et puis Rontourdeau qui a été le premier à appeler ça du damage control. L'idée, qu'est-ce que c'est? Initialement, c'est une technique chirurgicale, c'est une technique de chirurgie digestive qui a pour objectif de diminuer le traumatisme lié à la chirurgie. Une première chirurgie qui a pour but d'être excessivement courte. C'est la même chose que le damage control quand on est sur un bateau. Il faut arrêter le processus qui est en cours. Il faut que le bateau ne coule pas. Donc on va, arrêter le saignement et 2, éviter l'incendie et donc suturer les plaies digestives et s'assurer qu'on n'a pas d'infection. Ce concept, il va être utilisable aussi en chirurgie orthopédique et classiquement, c'est quoi? C'est l'utilisation du fixateur externe chez les patients les plus instables. Second temps, c'est un temps de stabilisation. Le malade est emmené en réanimation pour être stabilisé, réanimé. Et puis enfin, un second temps, une troisième chirurgie qui va être une chirurgie, cette fois-ci définitive, mais chez un patient qui est dans des conditions physiologiques totalement différentes, ce qui va permettre de pouvoir assurer des chirurgies plus prolongées. Clairement ça marche et je vais vous le montrer, mais ça marche si ça marche dans une chaîne de prise en charge. Le chirurgien tout seul ne peut pas sauver tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, les gens meurent en fait avant sa table, et ça c'est un papier de synthèse qui a regroupé quasiment 60 000 blessés de guerre. On revient de la médecine de guerre. Pourquoi? Parce que tout le monde a le même protocole et donc c'est facile de voir comment ça marche. Vous voyez que quand les Américains arrivent en Irak, en Afghanistan, ils font déjà de la chirurgie de damage control avec les critères et des indications que je vous ai mis là, à la fois précoce avant même que le malade arrive sur la table et puis en péropératoire. Et pourtant ils vont avoir une augmentation de leur mortalité, une augmentation a fortiori de leur mortalité avant la table du chirurgien. Pour ça, ils vont changer leur pratique et ils vont faire du damage control intégré ou du moins de la réanimation type damage control. C'est ce qu'on voit partout maintenant, vous le savez, c'est cette idée qu'il faut avoir le juste geste de sauvetage dans les 10 premières minutes, agir immédiatement. Et chez nous, militaires, en gros, ça veut dire garrot, puisque vous savez que les hémorragies garotables, c'est ça essentiellement qui fait la mortalité évitable. Et puis, une réanimation optimisée, on vient d'en parler avec les ratios transfusionnels, un remplissage et puis l'hypotension permissive. Et l'association d'une chirurgie courte, type damage control, associé à une réanimation et à un préhospitalier qui va dans le même sens, a permis de diminuer la mortalité et en préhospitalier et aussi en intra-hospitalier dans cette grande série, comme vous pouvez le voir. Et c'est donc, à mon sens, l'élément principal à retenir du damage control. Quand on parle de damage control actuellement, on n'est plus du tout sur une technique chirurgicale, on est bien sur quelque chose qui doit démarrer en préhospitalier, hein, Stéphane vient d'en parler, c'est l'idée qu'on prend les gens en préhospitalier, on a ces 30 minutes, on va faire éventuellement des gestes en avançant vers la structure qui attend le malade. Une fois que le malade arrive dans la structure, tout le monde s'est mis d'accord et tout le monde est OK pour faire ce type de prise en charge. Et l'anesthésiste et le chirurgien, bien évidemment, sinon ça ne peut pas marcher. Troisième point sur lequel je voudrais qu'on revienne, puisqu'on est dans une session qui discute de l'afflux, c'est le caractère collectif et les indications éventuellement collectives de chirurgie de damage control. On est dans des choses qui sont excessivement spécifiques, qui concernent soit deux choses, soit des afflux dits massifs, et c'est typiquement la discussion de notre session, à savoir, et là ce qu'on a tous en tête, les attentats, et l'idée qu'on va recevoir un grand nombre de victimes, et on comprend bien que même chez des patients qui sont stables, le fait de diminuer éventuellement le temps de la première chirurgie va permettre d'augmenter la clairance du bloc opératoire et de passer plus de patients en cas d'afflux. La deuxième possibilité, ça peut être aussi même dans des petites structures quand on est en face d'un afflux saturant. Typiquement, vous avez un seul chirurgien de garde et 2 patients qui sont en train de saigner. C'est ce qu'on a nous typiquement quand on est en opération dans les antennes chirurgicales. Quand vous avez une seule table et que vous avez 2 malades à passer dessus, il va falloir éventuellement écourter les chirurgies. Et cette idée d'indication collective est quelque chose, à mon sens, qui est excessivement important, mais qu'il va falloir avoir préparé en amont. On ne se décide pas à faire de la chirurgie de damage control sur des indications collectives le soir d'un événement aussi dramatique que celui d'un attentat. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Louis donc pour cette présentation sur les grands principes du damage control. Je dirais donc que la version, on voit une parfaite transition en fait entre des concepts qui étaient
un peu civils, un peu militaires. On les applique, c'est revenu très au goût du jour malheureusement avec l'actualité qu'on connaît tous, et on sait que probablement il est de notre responsabilité de s'y préparer tous. En termes de, si on se met dans une situation pas d'afflux massif, mais de prise en charge, un traumatisé grave, sur quels critères, donc traumato-civil, pas de notion de collectif, sur quels critères est-ce qu'on doit démarrer et décider que pour tel et tel malade, on va faire du damage control? Alors, l'indication royale, c'est clairement le patient hémorragique, acide, moins de 7,20 de pH, hypotherme, probablement 35 de température et présentant une coagulopathie, INR supérieur à 1,5 ou supérieur à 2 dans tous les cas. Ça, c'est l'indication royale. L'autre type d'indication, ça va être le patient qui a une association lésionnelle. Typiquement, ce qu'on va croiser, nous, le plus souvent, un crâne grave avec une hypertension intracrânienne et un fémur fermé. Probablement que ça peut être une discussion qu'on a avec les orthopédistes de dire ok, ce malade-là, on pourrait lui mettre un clou, on va diminuer la charge traumatique, fixateur externe. Ça peut être aussi une indication que nous, on utilise assez régulièrement. Très bien. Et est-ce que, à contrario, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on peut se passer du damage control? Puisque maintenant ça revient largement sur le devant de la scène, c'est normal, mais est-ce qu'il y a vraiment des situations dans lesquelles c'est pas grave, on ne peut ne pas faire de damage control? Vous avez parfaitement raison, je dirais que c'est la majorité des cas. Quand on regarde même les séries nord-américaines où il y a, vous le savez, plus de traumatologie pénétrante que de traumatologie fermée, c'est 5 à 10% des cas maximum de patients qui finalement bénéficient d'une chirurgie damage control. Donc là aussi, pour garder des propos, l'idée n'est pas demain, dès qu'un patient qui arrive, splénectomie, s'il peut aller à l'embolisation et s'il est stable, au même titre qu'un patient qui peut bénéficier sur une plaie digestive d'une stomie ou d'une suture en un temps, s'il est tout à fait sur le plan physiologique apte à le subir, il ne faut absolument pas faire de chirurgie écourtée, il n'y a pas d'indication bien évidemment. Il y a un point que tu as soulevé, c'est le fait que ça se fait en 2 temps. Donc effectivement, au début, c'est rapide, mais ça veut donc dire qu'il faut être prêt, parce qu'il va y avoir forcément un deuxième temps, qui est la remise en ordre, hein, des désordres anatomiques. Et c'est un point, effectivement, qui nécessite de l'organisation aussi locale avec les chirurgiens. Vous pouvez peut-être commenter là-dessus. Pour un patient seul, unique, c'est effectivement de l'organisation de programme opératoire. D'emblée, on envisage qu'il y aura un deuxième temps chirurgical, et ce deuxième temps aura lieu dès que le malade sera stabilisé. Tout change dans le cadre d'un afflux, quand il y a plusieurs blessés. Et, dans ces cas-là, ça devient un plan de charge chirurgical qu'il faut envisager. La prise en charge d'un afflux, ça va durer un petit peu longtemps, parce qu'il y a forcément au moins un deuxième temps chirurgical, c'est la chirurgie abdominale par exemple, voire même de la prise en charge de criblage ou de blessures des membres qui vont nécessiter des pansements itératifs, et tout le monde sait que ça prend du temps, et donc du temps chirurgical au bloc opératoire. Alors, une question un petit peu plus pragmatique. On dit donc chirurgie écourtée. Alors, pour un anesthésiste réanimateur qui est en train de s'occuper du choc hémorragique et de l'autre côté du champ, et on ne regarde pas toujours le timer, mais il faudrait qu'il y ait des chronomètres probablement pour ces malades, dans les blocs aussi, ça veut dire que c'est quoi les délais attendus? En combien de temps le problème doit être réglé, et au bout de combien de temps on va dire au chirurgien La recommandation, si on suit la loi, ça c'est mon côté militaire, normalement c'est moins d'1 heure. Un premier passage au bloc opératoire dans une chirurgie de damage control, l'objectif qu'on se donne, c'est moins d'1 heure. Ça va potentiellement être difficile, en particulier, notre expérience, c'est les blessés par explosion. On sait qu'un blessé qui a et de l'abdomen et de l'orthopédie, on va possiblement dépasser. En tout cas, ça veut dire soit on se donne du temps en faisant une chirurgie qui est le plus écourtée possible, soit éventuellement 2 chantiers en même temps pour diminuer le temps au bloc opératoire. Mais ça aussi, il faut que ce soit faisable, il faut que les chirurgiens s'entendent sur la possibilité de le faire. Ouais, c'est vrai que c'est une option qu'il faut envisager éventuellement, de pouvoir traiter simultanément, et parfois il y a des sites qui l'autorisent, hein, enfin des sites traumatiques qui l'autorisent, de pouvoir traiter simultanément deux lésions. Alors une autre question qui se pose, il y a eu la grande époque de chirurgiens viscéraux qui étaient des chirurgiens de traumato, pour certains issus de chirurgiens militaires. Et puis je dirais que l'affaire est un peu tombée, un petit peu... On a trouvé que c'était moins d'actualité, et on se retrouve avec nos chirurgiens viscéraux formés, où parfois on arrive et on dit bon, chirurgie écourtée, et là ça veut dire quoi? Mais peut-être un problème d'information ou de formation sur ce type de chirurgie au niveau des chirurgiens viscérales.
qu'est-ce qu'il en est actuellement des modes de formation et des possibilités? Alors, je ne peux pas répondre totalement sur la question de la formation des médecins civils, et je crois que la formation des chirurgiens civils est actuellement en train de vraiment de refaire un pas sur la chirurgie de damage control, et il y a de plus en plus d'initiatives là, sur le desk de Paris, par exemple, que je connais relativement bien. Les chirurgiens sont de plus en plus sensibilisés à cette méthode-là. Un choix, nous, qu'on a fait militaire et qui me semble intéressant, c'est l'idée de former dans les mêmes sessions les anesthésistes réanimateurs et les chirurgiens. C'est-à-dire qu'on a un module qui est commun, ce qui veut dire qu'on entend, qu'on soit anesthésiste ou qu'on soit chirurgien, la même parole. C'est-à-dire que quand un anesthésiste a entendu que ça devait durer 1 heure et que le chirurgien a entendu la même chose, obligatoirement, on va réussir à être plus performant dans la possibilité de retenir cette heure comme étant l'objectif principal de la chirurgie. Effectivement. Juste pour Commentaire. ajouter à ce que vient de dire Jean-Louis, je pense que la notion d'équipe, et c'est bien de ça dont on parle, médico-chirurgicale, anesthésiste, réanimateur et chirurgien est fondamentale. Et c'est ça qui fait avancer, pour le bien du patient et son meilleur pronostic, les affaires. Ouais. Quoi. C'est là qu'on retombe peut-être l'organisation des niveaux 1 notamment. Vas-y, je te laisse. C'est pour ça que lorsqu'on organise des séances de simulation dans les centres de niveau 1, il faut à tout prix inviter les chirurgiens dans les séances de simulation de traumatologie, et même, je dirais, les radiologues interventionnels, pour qu'ils participent également, qu'ils voient le timing et le tempo que doit avoir la prise en charge d'un patient traumatisé. Pour aller complètement dans votre sens, nous, c'est un choix par exemple qu'on a fait chez nous. C'est le radiologue qui va faire le scan, qui éventuellement va faire l'embolisation, qui vient faire l'écho au déchocage. Et ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'il a vu le malade et il n'est pas derrière sa console. Et finalement, ça facilite la discussion derrière. Et c'est, à mon sens, c'est un tout petit phénomène, mais qui va bien dans cette idée de travailler en équipe. Tout le monde aille dans le même sens. Effectivement, donc je pense que ça c'est un des points importants, ça rejoint assez bien le topo précédent qui est que l'organisation de la traumatologie, on est souvent au départ ciblé sur l'organisation anesthésie-réanimation, mais c'est vraiment une affaire d'équipe et que si sur les modes de formation, sur le fonctionnement d'un centre de trauma de niveau 1, c'est pas un fonctionnement de spécialité côte à côte, c'est un fonctionnement d'une équipe qui est habituée à prendre en charge la traumatologie et donc qui parle le même langage et ça a été très bien dit, c'est un point important. Je pense qu'on peut peut-être avancer et changer de sujet. On va passer maintenant au topo suivant, donc qui concerne, cette fois-ci, on rentre peut-être encore plus dans le vif du sujet de l'afflux massif, avec le topo sur l'organisation intra-hospitalière en cas d'afflux massif de Guillaume de Saint-Maurice. Voilà, je vais essayer de vous donner quelques idées assez pratiques sur l'organisation intra-hospitalière en cas d'afflux de victimes. Les afflux massifs, même si maintenant, à cause de l'actualité en France, on est plus naïfs tous et chacun sur ce sujet, et dans le monde d'ailleurs c'est vrai aussi, on n'a pas l'habitude, éventuellement on a des expériences, et donc il y a forcément une phase de préparation pour être capable de faire, en fonction des circonstances, qu'il faut un peu détailler. Les principes, c'est que, et c'est vraiment le premier principe qu'avait très bien rappelé M. Rioux, il faut se préparer à être surpris et à réagir. Il ne faut pas imaginer la guerre d'hier pour imaginer pour l'appliquer demain, mais les circonstances seront différentes, et donc il faut vraiment que, à partir de principes bien compris, on sache réagir face à ce qui surviendra. Et ce qui va survenir, c'est quoi? C'est un afflux. Un afflux, c'est donc un nombre très différent de ce qu'on fait d'habitude, de victimes qu'il faudra prendre en charge. Et donc la notion de triage est fondamentale. Le triage, le but, c'est de prendre en charge le bon patient au bon moment pour le meilleur pronostic de l'ensemble des patients. Il faut penser et réfléchir en termes de flux de patients et non pas de lits ou de places. C'est fondamental dans une catastrophe ou bien dans un acte terroriste comme on a pu connaître. Il faudra que le système de santé prenne en charge tous les patients. Et donc c'est bien une affaire de flux qui va traverser un système de santé qui va se réorganiser. Il faut penser qu'on ne saura pas, probablement, pour une bonne part des victimes, leur nom, leur prénom, et cet élément-là est fondamental. Et puis, bien sûr, il faut penser ressources humaines, évidemment, mais aussi ressources techniques, ressources en respirateurs, en place. Pourquoi? Parce que, et Pierre Bouzat vous l'a très bien dit, le but, c'est de gagner du temps et de l'espace. Un blessé hémorragique, il doit très vite rencontrer un chirurgien pour qu'on arrête son hémorragie. Et évidemment, s'il y avait un réanimateur avec, c'est beaucoup mieux. Il s'aggrave à chaque seconde, et donc il faut qu'on s'organise et qu'on se réorganise pour être capable de faire ça. Et puis il y a aussi des notions à garder à l'esprit de sécurisation de l'hôpital qui peuvent se poser. Je n'y reviendrai pas, ce n'est pas vraiment notre métier, mais malgré tout, c'est bon de le redire. Il faut donc se préparer avant. Se préparer, ça veut dire rédiger un plan nombreuses victimes,
qui doit être extrêmement pratique. Il faut savoir où, il faut savoir comment, il faut savoir avec quels outils on va agir. Et idéalement, il faudrait même que ce plan puisse être décliné sous la forme de fiches actions qu'on pourrait par exemple déchirer et donner à chacun des médecins responsables de chacune des zones d'activité. Il faut que ce plan soit incarné, soit adapté à votre établissement. Il n'y a pas d'établissement pareil. Les soignants, les médecins, les paramédicaux habitent à côté, habitent loin. Il peut y avoir des conditions climatologiques, bref, plein d'éléments très très locaux qu'il faut aussi prendre en compte. Et vous connaissez mieux que personne votre hôpital. Il faut prévoir bien sûr le rappel des personnels en termes de listes qui doivent être évidemment mises à jour, en termes de métiers, on a besoin de qui et de combien, dans quel ordre on rappelle les gens. Il faut peut-être mieux que les ibodes arrivent avant les chirurgiens, l'inverse ça ne va pas être très utile. Et quel nombre on a besoin par métier. Il va falloir, et ça c'est fondamental, ça a été très bien dit dans les topos qui précédaient, adapter la prise en charge médicale. Tout le monde doit changer de paradigme. Il faut penser triage, il faut penser damage control, il faut penser transfusion sanguine. C'est la même prise en charge, mais c'est bien une stratégie totalement différente. Et puis il faut se préparer à tenir dans la durée. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir un nouvel événement qui va venir compliquer la prise en charge. Et donc c'est fondamental qu'il y ait une discipline comprise par tous du plan de rappel. Certains praticiens, certains soignants ne seront pas rappelés parce qu'ils sont gardés en réserve par celui qui organise les affaires pour demain peut-être venir prendre la garde, pour demain pouvoir faire face à un nouvel événement. Bien sûr, il faut repérer les matériels médicaux, les locaux qu'on va pouvoir utiliser. Et puis tout ça, c'est bien, mais ça n'a de vertu que si on s'entraîne, à la fois sur des éléments extrêmement prosaïques, logistiques, avoir des tableaux blancs préparés à l'avance, savoir utiliser, quelle utilisation nous aurons de nos outils informatiques, c'est important. Et bien sûr, des exercices. Les camarades de l'hôpital de Nice avaient très bien décrit qu'ils s'étaient entraînés avec un exercice la nuit et que le 14 juillet, ils avaient rechaussé les bottes, si on peut dire, de cet exercice. Ensuite, dès l'alerte, chaque minute compte, il faut agir efficacement. Parce qu'il va falloir changer de configuration en profitant de chacune des minutes du délai entre l'alerte et l'arrivée des premiers blessés. Ces minutes vont permettre à l'hôpital de se mettre en ordre de bataille, pour reprendre un terme militaire, avant l'arrivée des premiers. C'est l'activation de la cellule de crise, c'est la désignation du directeur médical, et on va revenir un peu sur son rôle après, et c'est la bascule de l'activité normale vers l'activité de crise en rendant disponibles les zones clés de l'hôpital, le service d'accueil des urgences, le bloc opératoire, la réanimation, l'embolisation si nécessaire. Évidemment en prenant en charge les patients qui sont présents. Et on voit tout de suite qu'il y a une différence très probablement entre le jour et l'activité normale, un jour ouvré, et la nuit ou des jours de vacances. Il faut bien sûr déclencher le rappel des soignants. Et puis il faut s'organiser, il n'est pas le temps de réinventer, il faut s'organiser selon le plan, organiser les équipes médicales et paramédicales, organiser la marche en avant des blessés qui ne reviendront pas sur leurs pieds, c'est vraiment une chaîne de prise en charge, dans des zones pour les urgences absolues et des zones pour les urgences relatives. Et puis tenir la durée, j'en ai déjà parlé. Tout ça repose sur des principes qui doivent être compris et partagés par tous à l'avance. Il n'est plus le temps d'expliquer. Ces principes sont les suivants, c'est que l'organisation elle est dirigée. Elle est dirigée par un directeur médical qui n'a pas d'action technique en tant que médecin, mais plutôt une action d'organisation et de pilotage de l'ensemble. Il ne peut pas penser à tout, il doit être aidé, et donc cette organisation elle est également déléguée. C'est-à-dire qu'un médecin est nommé responsable de chacune des zones fondamentales de ce qu'on vient de vous décrire, la zone urgence absolue, la urgence relative, le bloc opératoire par exemple. Et puis une équipe, un médecin, un IAD, un infirmier est attaché à chacun des patients instables, à chacun des patients urgence absolue, pour autant qu'on puisse le faire, c'est certainement ce qu'il y a de mieux. Cette organisation, elle doit être anticipée. C'était la rédaction à l'avance du plan, avec des éléments particuliers, par exemple, sur l'identification. Tous nos services d'urgence comportent une procédure de patients inconnus. Seulement l'activer quand l'afflux arrive n'est pas possible. Donc le faire à l'avance est certainement très utile. Pareil pour les épisodes de bloc opératoire dans les logiciels informatiques. Et on en a parlé pour les lots de transfusion qui doivent être éventuellement même apportés à l'avance à chacun des brancards urgence absolue par exemple. Le triage est un élément fondamental, précis, évolutif. Dans le cadre d'un blessé traumatique, en particulier par balle, la présence d'un chirurgien et d'un médecin est certainement le meilleur binôme qu'on peut trouver.
Ce triage, il peut changer, les blessés peuvent s'aggraver, et donc leur orientation peut changer, éventuellement, tout au long de la chaîne de soins. Et puis, le circuit des patients est encore une fois, je le redis, unidirectionnel. Pendant et après, le directeur médical, il pilote la chaîne de soins. Il évalue son niveau de saturation, qui peut varier. À un moment, les choses peuvent devenir un peu saturantes, et puis ensuite s'améliorer. Et de ce fait, il communique avec les services de secours à l'avant, si on peut dire, et donc le SAMU de zone, pour dire notre hôpital peut prendre, là on est un petit peu en saturation, mais d'ici un quart d'heure, ça ira mieux. La cellule de crise, elle soutient le plan de charge chirurgical, mais dans tout l'hôpital, et en particulier dans la durée, en prévoyant ce qui va se passer les jours suivants. Et puis elle organise le recomplètement en matériel, en médicaments, parce que évidemment, un afflux, ça consomme de la ressource médicamenteuse. Il faut également avoir une attention particulière sur l'accueil des familles, ce qui n'est pas toujours envisagé, en tout cas dans les volumes qu'on a pu connaître. Les familles vont se déplacer ou téléphoner, et les familles vont être des familles de patients blessés, éventuellement, de patients pas forcément présents sur l'hôpital, s'il y a plusieurs hôpitaux qui sont intéressés par la crise, ou de patients même décédés. Et donc il faut imaginer et organiser à l'avance l'accueil de ces familles, le meilleur accueil possible. Le soutien psychologique est le dernier point sur lequel je voudrais revenir. Ce soutien psychologique, il est fondamental, d'abord pour les blessés, ensuite pour les familles, et à l'issue de tout ça, pour les soignants qui eux aussi en auront peut-être besoin. Je vous remercie. Merci Guillaume pour cette présentation. Donc effectivement, c'était les principes, et puis l'actualité récente a fait qu'on a montré que les principes étaient bons, mais qu'on s'est retrouvé en situation d'entraînement. Tu as insisté sur l'importance d'être entraîné, et effectivement, de plus en plus, il y avait déjà eu, au moment de l'attentat de Boston, il y avait un édito dans le New England qui disait « We fight like we train », et c'était l'expérience de plusieurs acteurs du moment de cet attentat à la bombe qui réexpliquaient très bien. Et ce que finalement nos amis de Nice ont très bien expliqué, à l'occasion de l'Euro, un exercice qui avait été fait de nuit et qui malheureusement ou heureusement reproduisait d'assez près les circonstances de l'attentat du 14 juillet. Donc ce point de formation, et moi avec un peu de recul, il y a encore un an ou deux, la formation, la simulation, les exercices, quand on disait il faudrait qu'on s'entraîne, il faudrait qu'on nous regardait un petit peu en disant oui, bon, c'est un peu compliqué. Là, on sent que quand même que ça bouge un peu, les ARS les montent. Alors, les préhospitaliers, les soit SAMU ou pompiers avaient déjà conscience de ça. Il y avait les exercices de médecine de kata. Un point qui reste difficile reste quand même l'organisation intra-hospitalière, c'est-à-dire lancer un exercice grandeur nature d'afflux à l'intérieur d'un hôpital, ça reste encore une difficulté. Est-ce que vous, par exemple à Percy, vous pouvez le faire, ou vous avez l'occasion de le faire? À Percy, on l'avait fait, effectivement. On a profité de journées de fermeture technique du bloc opératoire, ce qui déjà n'est pas exactement... L'hôpital n'est plus tout à fait dans son activité de tous les jours. Pour organiser des afflux, des exercices d'afflux qui permettaient justement de se rendre compte de différentes difficultés et de la mise en place de cette chaîne de soins qui sont spécifiques et qu'il faut avoir repéré à l'avance, quoi. Tu as fait allusion aux problèmes d'identité-vigilance, des problèmes d'identité. On s'est aussi rendu compte que c'était crucial. Est-ce que tu peux nous expliquer en pratique qu'est-ce que ça veut dire en termes d'avoir préparé l'affaire, et puis qu'est-ce qui peut se passer au quotidien quand finalement on n'a pas bien géré les problèmes d'identité? Pour bien soigner un malade, on a besoin d'avoir un numéro d'identité patient. En fait, il nous suffit de ça, et avec ça, dans un hôpital, on n'a aucune difficulté pour bien identifier et bien soigner, transfuser un patient inconnu. Pour disposer de ce numéro, le dispositif de la procédure des services d'accueil des urgences fonctionne bien et est bien connu partout. La difficulté, c'est en cas d'afflux, on n'a plus le temps. La chaîne de mise en route de ce protocole va bien marcher pour le premier patient, et puis pour le deuxième, ça va prendre un peu de temps, et le troisième, il aura été pris en charge, transfusé éventuellement, emmené au bloc opératoire, avant d'avoir pu disposer de ce numéro patient. Donc c'est cet élément-là qu'il faut réussir, cette difficulté qu'il faut réussir à contourner. Le choix qu'on a fait à Percy, c'est de créer à l'avance un certain nombre de dossiers. C'est un choix qu'on a fait au cours des attentats de novembre 2015, puisqu'on a eu 2 heures avant l'arrivée du premier blessé, et on a fait préparer 50 dossiers qui maintenant
existent. Ce sont donc des numéros un peu fantômes dans le dispositif de système d'information de l'hôpital. Néanmoins, ils sont présents sous une forme physique de dossiers et d'étiquettes au service d'accueil d'urgence, et ils sont dans la caisse, si on peut dire, à flux massif, qui nous servira le jour où, si jamais, ça devait recommencer. Je pense que c'est un point, effectivement, on s'est rendu compte que ça pouvait très vite devenir diabolique et avec des enjeux à la clé qu'on n'a pas imaginé. Quand le culot globulaire arrive et qu'on se retrouve avec deux identités et qu'on ne sait pas pour qui finalement c'est, ça devient compliqué. Alors tu as fait allusion au plan Novi. Parfois il y a une confusion entre plan Novi, plan blanc d'un établissement. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux plans d'organisation ? J'ai envie de dire que le plan Novi, c'est une sous-partie du plan blanc. Le plan blanc, c'est situation de crise sanitaire, on peut dire. Mais ça va recouvrir un nombre d'événements très très grands, de la crise de la grippe, la canicule, à des événements catastrophiques. On peut penser à AZF à Toulouse. Tout ça, ça rentre. Voilà. Mais une épidémie de canicule, c'est pas un afflux de blessés forcément, ou c'est pas un afflux de patients concentré sur un temps très court. Cette concentration définit vraiment l'afflux et nécessite une prise en charge particulière qui est le plan nombreuses victimes, le plan Novi, avec une chaîne de soins, avec une marche en avant, avec tous les éléments qu'on a décrits, avec le souci permanent lié à la prise en charge du temps qui passe et de la rapidité de prise en charge, qui font qu'il doit y avoir un plan spécifique pour ces afflux, cette concentration qui vient tout compliquer. Et justement, sur ces afflux de victimes, on voit bien que dans ces plans, ce qui est caractéristique, c'est l'arrivée spontanée en fait, de victimes. Donc, vous avez parlé du tri des patients à l'accueil, qui est essentiel. Est-ce qu'en pratique militaire, est-ce que le médecin trieur, par exemple, est toujours un médecin expérimenté ? Est-ce qu'il est défini à l'avance ? Est-ce qu'il a toujours un chirurgien avec lui de manière systématique ? Comment vous fonctionnez en pratique militaire ? L'expérience militaire du triage, c'est un binôme, anesthésiste réanimateur et chirurgien viscéraliste. C'est le choix qu'on a fait historiquement, et c'est vraiment un élément culturel presque. D'autres choix peuvent éventuellement être faits, mais dans le cadre d'un blessé traumatique, a fortiori traumatique par explosion ou par balle, la place du chirurgien est très importante. On voit bien que le damage control a un versant chirurgical et un versant anesthésie-réanimation. Eh bien, c'est pareil pour le triage, en fait. Et c'est ça, puisque c'est le point d'entrée, il me paraît nécessaire que ces deux professions soient présentées. Et est-ce que vous avez l'échographe systématiquement avec vous pour faire du tri, ou est-ce que c'est une perte de temps de faire un coup de fast vite fait à l'arrivée de ces patients ? L'échographe n'est pas forcément utilisé au moment du tri, et pourtant, là aussi, je pense qu'il faudrait qu'il le devienne. On aurait très largement eu le temps de faire de l'échographie fast à ce moment-là. On avait choisi de la mettre plutôt dans la zone urgence absolue. Elle peut très bien être avancée. Tout dépend là aussi un peu des circonstances et de la manière dont le nombre exactement. En fait, l'écho, elle nous a surtout servi à retrier les urgences absolues. C'est-à-dire que le coup d'œil de savoir si le malade est une urgence absolue ou une urgence relative est finalement amené par un anesthésiste réanimateur expérimenté et un chirurgien qui sont capables, en fait, au coup d'œil, de dire le malade est grave ou n'est pas grave. Et puis après, à l'intérieur des graves, l'échographie, là, c'est un élément hyper important pour savoir qui doit aller au bloc opératoire en premier. Et là, je crois que c'est là où nous, on a eu vraiment la plus-value. Mais pour savoir dans quelle zone ils allaient, on s'est servi uniquement de la clinique, on ne sert que de la clinique habituellement en OPEX. Donc en quelque sorte, pour résumer, pas au tri initial, mais plutôt au tri secondaire, après en salle de déchocage, quoi. Effectivement, pour les malades dans l'afflux massif qui sont arrivés qualifiés UA, il peut y avoir derrière une requalification, j'allais dire UA+, UA-, et que là, ça peut effectivement aider. Effectivement, ça correspond à notre expérience. Une des difficultés qu'on va rencontrer en civil, c'est que vous, je veux dire, dans l'organisation militaire, le chirurgien militaire, forcément, il a les OPEX, il a l'habitude des blessés et ce type de blessés. Là encore, on retombe, nous, sur la formation de nos chirurgiens, qui par ailleurs peuvent faire des gestes extrêmement vite, mais on a un problème on va peut-être avoir un problème de ressources, parce qu'au tri, on dit qu'on met toujours les plus vieux. Donc pas parce qu'ils sont vieux, mais parce qu'ils sont expérimentés. Et que ce soit l'anesthésiste réanimateur ou que ce soit le chirurgien. Et là, est-ce que ces principes vont s'appliquer de la même façon, ou est-ce qu'il faut les adapter en fonction des ressources qui sont disponibles au sein de nos établissements ?
Moi, je pense que c'est adaptable. Encore une fois, le plan nombreuses victimes doit être incarné, adapté. C'est adaptable pour plusieurs raisons, parce que on peut se trouver en heure ouvrable tous les praticiens sur l'établissement présent et le chef de service expérimenté de chirurgie viscérale, par exemple, ce serait tout désigné pour être le chirurgien trieur. Et puis on peut se trouver le 15 août avec Beaucoup moins de moins monde. de possibilités, peut-être moins de praticiens expérimentés. Néanmoins, je crois que le binôme est un élément intéressant de l'expérience militaire du triage, et la présence d'un chirurgien dans le cadre de blessés traumatiques me paraît fondamentale. Et je pense que là encore, l'actualité fait que nous ne sommes plus naïfs, et que donc c'est une expérience une question que doivent résoudre les chirurgiens et auxquels ils doivent se préparer. Alors, je pense qu'il faut qu'on rappelle qu'effectivement, on s'est rendu compte que même avec notre médecine préhospitalière, un certain nombre des blessés, soit en afflux massif, soit même éventuellement sur des moyens de transport, sont arrivés pas forcément triés. Et donc, effectivement, c'est pour ça que se pose, et il est important peut-être de le rappeler, à l'hôpital la question du tri, alors qu'on aurait pu imaginer qu'effectivement le tri avait été fait à l'avant. On s'est retrouvé dans un certain nombre de circonstances où le tri n'avait pas forcément été possible. Malgré ce point très important, je pense qu'on peut aussi dire que, et c'est le côté un peu évolutif du triage, un blessé, ça évolue potentiellement. Et donc le point, l'individualisation d'un moment de triage à l'entrée de la chaîne de soins à l'hôpital va soit confirmer le tri fait à l'avant, et le blessé suivra son chemin dans la chaîne de soins, mais va permettre de s'assurer qu'il n'y a pas eu de modification. Et donc ce moment-là reste très important, malgré le tri à l'avant qui doit être maintenu. Les deux éléments sont très importants. Alors, une toute dernière question des internautes. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les temps de repos des équipes ? Parce qu'on sait que ça va durer. C'est une excellente question à laquelle je ne sais pas franchement répondre. Tout dépend de la crise et de la manière dont ça se déroule. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'expérience militaire se fonde sur des petites équipes chirurgicales qui sont à l'avant, en opération extérieure, qui comportent 12 personnels, tout compris, du secrétaire jusqu'au chirurgien anesthésie-réanimateur. Quand on est 12, dès qu'on a 3 blessés, on est parti et on les a en charge jusqu'à l'arrivée de l'avion qui va permettre de le rapatrier vers la France. Donc cette question de temps de repos, elle est fondamentale. C'est pour ça que le service santé fait des évacuations sanitaires précoces. C'est pour justement décharger ces éléments de l'avant. Tout dépend de l'ampleur de la crise. Il faut que le directeur médical ait cette préoccupation en tête. Ça fait partie du plan de charge pour la suite. Tenir dans la durée, c'est bien ça. C'est prévoir aussi le remplacement, le repos, le retour éventuellement au bout de 12 heures de repos des praticiens et des soignants qui auront été impliqués, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. On passe à notre dernier orateur, et donc avec dans cette série de catastrophes et d'afflux possibles, la question du NRBC, donc Stéphane Travers. Alors, donc quelques mots en effet sur la prise en charge de ces mêmes victimes, mais potentiellement exposées à un agent radiologique, biologique ou chimique. Avec dans ce cas 2 objectifs à concilier: faire bénéficier les victimes des meilleurs soins possibles, bien entendu, tout en évitant d'exposer les soignants et l'hôpital à un potentiel risque de transfert de contamination. Alors, toute la difficulté du sujet, c'est que le nombre de situations envisageables est extrêmement nombreux, avec des contextes tous différents entre eux, tous très différents de notre activité quotidienne. On peut essayer de se remémorer quelques règles très simples et éventuellement utiles pour se préparer. Tout d'abord, dans le risque chimique, nous disposons d'appareils de détection qui peuvent nous orienter vers des toxiques possibles. Donc non pas nous donner une réponse fiable et définitive dans les premières minutes, mais nous orienter et confirmer ou infirmer nos hypothèses cliniques. Deuxièmement, toujours pour le risque chimique, il faut bien différencier 2 étapes de la décontamination, que sont la décontamination d'urgence, qui correspond à ce qui se fait tout de suite, avec les moyens immédiatement disponibles pour diminuer et limiter autant que possible l'intoxication du patient, avec la décontamination approfondie, qui est une étape secondaire, si nécessaire seulement, pour limiter les transferts de contamination vers l'hôpital. Si on parle de risque radiologique, il faut là bien... on aurait clairement des appareils de détection et des dosimètres qui, pour le coup, sont fiables, qui peuvent nous guider nos actions, nous orienter, avec une prise en charge très différente en fonction de si le patient est irradié, non contaminé, et ne présente dans ce cas aucun danger pour les soignants.
S'il est contaminé externe, ce qui nécessite une décontamination. S'il est contaminé interne, ce qui nécessite l'administration précoce d'antidotes. Le risque biologique doit bien sûr rester au cœur de nos préoccupations, mais il est plus proche de nos activités quotidiennes, avec des scénarios très différents en revanche en fonction du délai d'incubation et de l'éventuel risque de transmission interhumaine de l'agent en cause. Alors, ce qui est certain, c'est que des événements de ce type débuteraient très probablement par une grosse période de doute ou d'incertitude, justement. Quelques mesures réflexes permettent peut-être de réagir immédiatement, bien avant de comprendre la situation. Tout d'abord, si on est sur le terrain, rester à l'air libre, ne pas s'engager. Si on est à l'hôpital, regrouper les victimes, si possible à l'air libre ou au moins dans un local aéré, ne pas les toucher sans protection. Et puis surtout, leur faire retirer très vite leur couche externe de vêtements, ce qui est, on le sait, une première mesure extrêmement efficace pour diminuer le risque de transfert de contamination, notamment vis-à-vis des soignants. Pour comprendre la situation, on peut s'intéresser, bien sûr, il faut s'intéresser à la symptomatologie collective observée, interroger les patients sur ce qui s'est passé exactement, la notion éventuelle de projection d'un liquide huileux, ce qui orienterait vers certains toxiques chimiques, et puis s'enquérir des résultats d'une éventuelle détection chimique ou radiologique sur le terrain, ce qui là aussi nous orienterait grandement pour la suite. Si le doute se confirme, quelques actions à réaliser. Tout d'abord, bien entendu, déclencher des plans spécifiques qui sont en vigueur dans tous nos établissements, qui sont basés le plus souvent sur un parcours dédié pour la victime, avec un zonage, ce qui permet de s'équiper dans la bonne tenue en fonction de niveau d'exposition. Et puis, si le nombre de personnes impliquées par la situation est important, il est urgent de les séparer en deux populations. Tout d'abord, toutes les personnes qui ont le moindre symptôme, qui ont ressenti quelque chose, senti quelque chose, qui ont été au contact de l'événement, qui doivent toutes bénéficier de ce qu'on appelle une décontamination d'urgence, à savoir protection dans l'ordre, protection des voies aériennes, et l'oxygénothérapie est une bonne manière de protéger les voies aériennes, retrait de la couche externe de vêtements, ce qui est extrêmement important, encadré en plaçant les vêtements dans des sacs étanches ensuite, et en cas de risque chimique, décontamination soit sèche par des gants poudreurs, la terre de Foulon, ou des compresses décontaminantes, et puis rhabillage. Toutes les autres personnes n'ayant rien ressenti, n'ayant aucun symptôme, n'ayant pas été au contact d'un produit quel qu'il soit, peuvent être surveillées, doivent être surveillées, le temps de mieux comprendre ce qui se passe. Une fois ces premières mesures réflexes effectuées, et en particulier cette décontamination d'urgence, deux questions essentielles. Ai-je besoin, dans la situation où je suis, d'organiser une décontamination approfondie, ou mes premières mesures sont-elles suffisantes? Et cette décontamination approfondie est nécessaire dans certaines situations seulement, typiquement pour le risque chimique en cas de toxique persistant sous forme liquide ou solide. Un gaz serait beaucoup plus volatile et les victimes ne présenteraient pas de danger pour les soignants une fois déshabillés. Également en cas de contamination radiologique ou dans certaines situations d'exposition biologique. Donc première question, dois-je organiser une décontamination approfondie? Et deuxième question, ai-je besoin ou puis-je dans la situation donnée administrer un traitement spécifique par antidote en particulier? Pour répondre à ces deux questions, il paraît utile de s'orienter vers quel est le toxique possiblement en cause ou quels sont les toxiques possiblement en cause. Et alors pour cela, on peut lister quelques toxiques nous intéressant particulièrement. Il serait illusoire d'être exhaustif, mais certains toxiques ont un intérêt particulier, soit parce que leur probabilité d'utilisation a été jugée significative, soit parce que le toxique correspond à un traitement antidotique possible, ou donc en traitement antidotique comme par exemple les cyanures, les organophosphorés, ou nécessiterait une décontamination approfondie, typiquement comme les neurotoxiques ou les vésicants dans le risque chimique. Donc pour essayer de s'orienter vers ces toxiques possibles, il faut s'appuyer sur deux aspects, l'aspect clinique, les toxidromes, et les éventuels résultats d'une première mesure de détection, ce qui devrait permettre de s'orienter par exemple vers une exposition à des suffocants avec une symptologie uniquement respiratoire et ORL, ce qu'il faudrait bien différencier d'une exposition à des neurotoxiques avec une symptomatologie respiratoire mais également éventuellement neurologique, cardiovasculaire, des troubles visuels en rapport avec un myosis, à différencier également d'une exposition à des vésicants qui engendreraient des brûlures respiratoires et cutanées, parfois après un délai de plusieurs heures pour des agents comme l'hypérite, ce qui est un enjeu pour les premiers intervenants. On connaît mieux les symptômes associés à la toxicité des agents cyanés, par exemple, ou des opiacés, tous deux accessibles à des traitements antidotiques. Et il faut se rappeler qu'une contamination radiologique ou biologique n'entraînerait aucun symptôme immédiat, sauf une irradiation massive. Et pour le radiologique, c'est tout l'enjeu, tout l'intérêt des appareils de détection. Donc en résumé, des mesures réflexes toujours, centrées sur la décontamination d'urgence, la protection des soignants, le traitement symptomatique, complétées par la compréhension de la situation pour envisager, si nécessaire, une décontamination approfondie et des traitements antidotiques adaptés. Je vous remercie. Merci Stéphane. Quand on parle de risque NRBC, une des choses dont on entend immédiatement parler, c'est la peur des soignants.
Et c'est ah oui, non, mais si on ne sait pas, et comment on fait? Et donc, rien qu'en disant décontamination, on a l'impression que c'est compliqué. Mais en fait, est-ce que tu peux revenir sur ce que ça veut dire décontamination dans 99% des cas? Tu l'as dit dans ton topo, mais que effectivement, des moyens extrêmement simples permettent déjà de réduire le risque. Donc, ce qui est un message qui est important à faire passer aux équipes. Oui, ça, l'idée, c'est qu'on dit souvent que la décontamination d'urgence et principalement le déshabillage fait 50 à 90% de la décontamination. Donc des patients soumis à un grand nombre de toxiques une fois déshabillés ne présenteront plus de risque pour les soignants. Tout l'enjeu est de reconnaître les quelques situations finalement non majoritaires pour lesquelles il faut organiser une décontamination plus approfondie ensuite, ce qui n'est pas très compliqué non plus, pour peu d'avoir été anticipé. Tu peux commenter des contaminations plus Alors, approfondies? Une chaîne de décontamination sur le terrain, soit mobile, soit fixe dans un hôpital avec une douche et du savon. Voilà, Voilà, c'est un pas non parcours plus dédié, des choses ce sont des choses compliquées. extrêmement simples. C'est une douche et effectivement et du savon. Ça peut être compliqué si c'est pas organisé, mais c'est ça, pas voilà, c'est techniquement compliqué. Et tous les plans C'est blancs doivent prévoir un volet qui est avec un parcours du patient, passant par avec une décontamination d'urgence pour se déshabiller et une possibilité de se doucher avec du savon, tout simplement pour assurer une décontamination plus complète. Alors, si ces malades sont amenés à être amenés au bloc opératoire, parce qu'ils seraient irradiés, enfin non, peut-être pas irradiés, victimes d'un toxique et d'une bombe, ce qui je crois est un scénario possible. Est-ce que là, pareil, comment on va rassurer le personnel du bloc opératoire, pas les gens de l'avant, mais le personnel du bloc opératoire qui va dire ah non, est-ce qu'on peut être formel une fois qu'on a ce patient au bloc opératoire? Oui, alors très clairement, l'objectif évidemment c'est de faire prendre aucun risque, c'est de s'assurer qu'aucun transfert de contamination ne va arriver jusqu'au bloc opératoire. Il y a un petit peu deux situations très schématiques. Dans le risque chimique, les patients seront toujours décontaminés avant d'aller au bloc opératoire. Dans le risque radiologique, ce qui est prévu, c'est que l'urgence chirurgicale prime sur la décontamination. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, dans le cadre d'une exposition radiologique, de confiner la contamination sur le patient et d'organiser un traitement chirurgical sous protection. Les tenues du bloc opératoire habituel avec des masques FFP2 ou 3 et les lunettes protégeraient parfaitement contre des poussières radioactives. C'est un point extrêmement important. Alors, je pense que dans les gens qui nous regardent, il y a des gens qui exercent dans différents lieux et pas tous dans des centres de traumato de niveau 1. Et ces accidents pourraient survenir n'importe où. Quel type de formation peut-on évoquer à ce risque dont pourraient bénéficier des médecins anesthésistes réanimateurs ou des urgentistes d'ailleurs? Alors, je dirais deux choses. Sur le plan du contenu, à savoir du contenu technique, plusieurs documents de référence sont extrêmement bien faits, soit les circulaires du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, les circulaires 700 pour le chimique, 800 pour le radiologique, qui expliquent tout. Toutes les fiches Piratox et Piratome qui reprennent les toxiques et les conduites à tenir en fonction de chaque toxique chimique et radiologique sont de manière succincte extrêmement bien faites. Et puis les derniers quelques textes de référence du ministère de l'Intérieur et de la Santé, notamment pour la décontamination hospitalière. Donc le contenu à savoir, il est dans 4 ou 5 textes très simples. Ensuite, je dirais bien que c'est surtout l'organisation locale qu'il faut connaître. Quel est dans ma structure le parcours pour les victimes? Où sont-elles orientées? Où peut-on les déshabiller? Où vont-elles être douchées? Et pour moi, où sont les tenues de décontamination? Quelle est ma taille et qui a la clé de la douche? Des choses extrêmement simples, mais majeures pour pouvoir réagir de manière simple, justement. Merci. Tu peux rappeler peut-être quels sont en termes d'offres de soins et de répartition potentielle de ces blessés, quelles sont les règles pour les établissements, en dehors d'un afflux spontané qui est susceptible d'arriver dans n'importe quel établissement de santé où quelqu'un peut se présenter et puis pas forcément, on n'est pas encore forcément reconnu la situation, mais sinon... Alors justement, ce qui est bien prévu dans les circulaires de la Direction générale de la santé, c'est que tout établissement doit être capable de se protéger. Et de faire face à un afflux imprévu de victimes, que tous les établissements disposant d'un service d'urgence doivent pouvoir, elles aussi, se protéger et aussi prendre en charge quelques victimes et avoir une possibilité de décontamination avec des douches. Et certains établissements répertoriés en fonction de leur localisation, des sièges de SAMU, des risques particuliers, doivent être capables d'avoir un flux de décontamination plus important. Mais donc tous les établissements doivent au moins pouvoir se protéger, orienter les victimes et en fonction de leur niveau d'établissement, assurer une décontamination d'un certain nombre de victimes.
Merci beaucoup. Je dois vous remercier tous les quatre pour cette session donc, sur l'afflux massif et la traumatologie. En 1 heure, difficile d'être exhaustif, mais je pense que les principaux messages sont passés, notamment parce qu'on est maintenant plus naïf, comme a dit Guillaume à plusieurs reprises, on est plus naïf, on sait que ça peut arriver et qu'on sait qu'on a tous notre responsabilité. Notre spécialité d'anesthésie et réanimation a montré qu'elle savait faire, qu'elle était là, qu'elle répondait. Il faut qu'on continue à être performant, il faut qu'on continue à se former, il faut qu'on continue à s'entraîner. Et donc, effectivement, et c'est du ressort de chacun d'entre nous. Je vous remercie et je vous souhaite à tous bonne continuation sur ISFAR.